Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous pour la session Redéfinir le laboratoire présentée par Dominique Tremblay. Je m'appelle Amy Garacki et je serai votre modératrice pendant la session. Avant de commencer la session d'aujourd'hui, nous voulons reconnaître le territoire d'où nous nous joignons. Il est important pour nous de reconnaître les premiers colons et gardiens de ce territoire alors que nous prenons des mesures envers une réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. En tant que Canadiens, nous sommes tous des signataires de traités et il est important pour nous de reconnaître que nous vivons, travaillons et jouons sur les terres volées aux peuples qui y vivaient avant la colonisation. J'aimerais également reconnaître les contributions importantes faites à l'ensemble des sciences par les Premières Nations, Métis et Inuits. En tant que scientifiques et éducateurs, il est important pour nous de reconnaître les avantages que l'on récolte en intégrant des perspectives variées dans nos classes. Le fait de créer des espaces où les élèves peuvent voir des contributions faites par les communautés autochtones locales dans nos leçons permet aux élèves autochtones de se reconnaître dans nos leçons et du fait aide nos élèves non autochtones à mieux comprendre les connaissances traditionnelles et la science autochtone. Alors que nous poursuivons notre chemin vers la réconciliation, ce geste nous aidera tous à créer des environnements scientifiques plus inclusifs où une multitude de perspectives différentes seront les bienvenues et contribueront à notre façon de voir le monde. Puisque cet événement est virtuel et nous nous y joignons de plusieurs endroits, je vous demande de réfléchir aux peuples à qui appartiennent les terres d'où vous participez et les contributions importantes faites par ces peuples autochtones envers la science et la technologie. Et moi, j'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire des Mohawks de Taïniga. Merci, Dominique. Au nom de l'APSO, j'aimerais vous présenter votre conférencier de cette session, Dominique Tremblay. Dominique est un consultant en éducation soutenant l'innovation pédagogique au Canada et à l'étranger. Il intègre les compétences globales dans la salle de classe en offrant du perfectionnement professionnel et des accompagnements d'un océan à l'autre pour préparer les élèves au 21e siècle. Il a travaillé comme enseignant pendant 13 ans dans une école francophone dans la région de Trenton et pendant 1 an à titre d'agent d'éducation à l'OQRE. Depuis 12 ans, il est propriétaire de sa propre entreprise de consultation, offrant ses services aux conseils scolaires dans toutes les provinces et les territoires du pays. Il a appuyé des milliers d'élèves et d'enseignants en mathématiques, sciences, technologies, études sociales, robotique et littératie. Dominique travaille aussi comme juge en chef pour la World Robot Olympiad, comme organisateur pour Robotique Zone 01 et comme animateur de la remise des prix de l'Expo Science pan-canadienne. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les partager dans la boîte chat et je vais faire de mon mieux pour qu'elles soient toutes adressées. Et je vais maintenant laisser la parole à Dominique. Merci beaucoup, Amy. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un atelier qui me tient vraiment à cœur. Redéfinir le laboratoire, c'est un atelier que j'ai conçu suite à mes visites dans les différentes écoles un peu partout et réalisant que l'idée d'avoir un laboratoire, un endroit où on fait des sciences, peut devenir problématique. Et c'est bizarre parce que souvent les gens me disent, ben non, on veut installer un laboratoire, on veut une salle de sciences dans notre école. Mais si on se fie juste à ce laboratoire-là, vous allez voir que ça va devenir problématique. Et je vais vous présenter pourquoi dans la prochaine heure. Donc, à la fin de cet atelier, nos objectifs d'apprentissage, c'est qu'on sera capable de comprendre la problématique à faire des sciences seulement dans le laboratoire à l'école. On va être capable de reconnaître les habiletés du processus de la démarche scientifique. On va détecter des contextes dans notre vie quotidienne où on peut vraiment faire des sciences. Et là, j'ai bien mis le mot « faire », je l'ai mis en caractère gras parce que c'est ça qui est important. On va regarder aussi comment est-ce qu'on peut établir des liens entre les attentes du contenu du curriculum de l'Ontario et là, j'ai mis les laboratoires au pluriel
qui sont plus près du vécu de l'élève. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un shift un petit peu, on va passer de la définition traditionnelle du laboratoire et on va regarder à quoi pourraient ressembler d'autres laboratoires. Et finalement, je pense que ce qui est important dans notre enseignement des sciences, c'est de déterminer quels sont les apprentissages utiles pour l'élève à l'âge adulte. Ce ne sont pas nécessairement tous nos élèves qui vont aller dans des contextes où ils vont faire des études postsecondaires en sciences, en technologie, en ingénierie, mais on veut s'assurer que tous nos élèves ont une littératie scientifique qui peuvent être des citoyens responsables et informés dans notre société. Donc, ça, c'est un peu nos objectifs d'apprentissage pour la prochaine heure. Je sais que c'est un gros menu, mais on va se lancer là-dedans. Donc, j'aimerais faire avec vous un genre de petit inventaire de nos pratiques actuelles en sciences. Et si vous voulez utiliser la zone de chat, n'hésitez pas à m'indiquer quels sont des exemples d'activités que vous faites avec vos élèves dans lesquelles ils se salissent les mains. Ils se mettent les mains à la pâte, puis par ça, salir les mains, là, je veux dire qu'ils sont actifs, qu'ils sont en train de bouger, qu'ils sont en train de vivre des choses réelles. Et quelles sont les activités dans votre salle de classe que vous faites où les élèves ne se salissent pas les mains? Et quand on y pense, souvent, les activités où les élèves se salissent les mains ou sont au travail, ça va souvent être les activités qu'on fait au laboratoire. Ça va parfois être des choses comme, par exemple, faire un jardin scolaire. Ça pourrait être une activité scientifique où les élèves se salissent les mains. Ça pourrait être dans une classe d'utiliser de la peinture pour découvrir le concept des couleurs, découvrir la lumière. Ce serait des activités où les élèves se salissent les mains. Et souvent, quand on parle d'activités où les élèves ne se salissent pas les mains, ça pourrait être des choses comme, par exemple, des tests, des notes de cours, regarder une vidéo. Maintenant, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est un petit peu comparer l'apprentissage traditionnel des sciences ou même si on fait des expériences. Hein? Parce que souvent, il y a bien des profs qui me disent « Ah ben moi, je fais des choses où les élèves se salissent les mains. » Les élèves font des expériences. Et dans l'apprentissage traditionnel des sciences, si vous regardez, puis là, je suis allé chercher n'importe quel manuel, n'importe quelle page, juste pour vous montrer, il y a une marche à suivre. Il y a une liste d'étapes et les élèves vont suivre les étapes pour arriver à une réponse à leurs questions scientifiques. Et si on regarde ce qui vient des manuels scolaires et des catalogues et des fournisseurs de matériel, on nous présente des belles activités toutes faites. Comme par exemple, ici, j'ai été chercher dans les catalogues là, un kit qui nous présente les poulies. Et vous voyez que ça vient avec plein de poulies, ça vient avec un guide de l'enseignant et ça vient avec une liste d'activités. Ici, je suis allé chercher un kit qui vend pour faire des circuits électriques. Puis encore une fois, bien, ça vient avec tout le matériel nécessaire. Ici, pour faire l'apprentissage de la fleur, on nous fournit un beau modèle prêt à étiqueter pour apprendre les différentes parties de la fleur. Ici, un autre exemple, l'étude du sol. On achète ce kit-là et ça vient avec tout le matériel, les loupes et même les petits sachets qui contiennent le sol. C'est rassurant. On sait qu'on a tout ce qu'il faut. Si je veux étudier le corps humain, par exemple, j'achète un buste comme ça qui se défait et qui vient avec toutes les parties du corps humain. Encore une fois, c'est rassurant. Si je veux faire de l'observation de roches et minéraux aux enfants, bien, je pourrais acheter un kit comme ça qui vient avec toutes mes roches et mes minéraux, qui souvent sont même déjà préclassés pour les différents types de roches, que ce soit les roches ignées, les roches sédimentaires ou les roches métamorphiques. Ici, ça me tente de voir son et lumière avec mes élèves. Je pourrais acheter un kit comme ça qui vient avec les filtres, les lentilles, les prismes, les diapasons. Tout est là. Le magnétisme, je peux même acheter un petit kit ici qui inclut des métaux qui sont magnétiques, des métaux qui sont non magnétiques. Ça inclut les aimants. Tout est là. La flottabilité. Ici, ils vendent ce kit-là qui nous permet, on inclut même le sel pour changer la densité de notre eau. Tout est là pour étudier les concepts de densité. Même chose avec les forces et le mouvement. On nous vend des kits comme ça ici qui comprennent tout ce dont on va avoir besoin pour étudier les forces et le mouvement. Même chose avec le son et l'acoustique. On nous vend un beau kit avec même le livre de l'enseignant qui comprend toutes les activités.
Même chose avec les réactions chimiques. Ici, on a des petites bouteilles avec tous les produits chimiques bien étiquetés, prêts à faire les expériences. Maintenant, quel est le problème de ces kits ou de ces ensembles-là qui nous sont vendus par les fournisseurs ou qui se retrouvent dans les manuels scolaires? Bien, moi, j'ai vu bien des profs qui, s'ils n'ont pas ces kits-là, ils abandonnent. Ils se disent, ben, moi, mon école, elle n'a pas de salle de sciences. Mon école n'a pas de laboratoire. Mon école n'est pas capable de commander du matériel de sciences. On n'a pas de budget pour le matériel de sciences. Donc, les enseignants et les enseignantes à qui j'ai parlé me disent, ben moi, je ne peux pas vraiment bien enseigner les sciences à mon école. On n'a rien. On n'a pas de lab, on n'a pas de salle de sciences, on n'a pas de kit. Je n'ai pas ce qu'il faut pour enseigner les sciences. Et si on regarde du côté de l'enfant, lui, il se dit, ah, ben les sciences, c'est juste à l'école, il faut faire ça dans la salle spéciale de sciences. Il faut faire ça avec le matériel qui est du matériel de sciences. Donc, les enfants, souvent, vont se dire, ben moi, si je veux faire des sciences, le seul choix que j'ai, c'est de demander à mes parents de m'acheter une trousse de matériel scientifique comme cadeau. Et c'est pour ça que, par exemple, les magasins de jouets vendent ces kits-là. Puis les élèves ont l'impression que sans ces kits-là, c'est impossible de faire de la science. Et ça, je trouve que c'est un problème. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire qu'on ne devrait pas faire d'achat de matériel? Hein, je pense que les fournisseurs ne m'aimeraient pas trop si je disais non, non, on n'achète aucun matériel pour les écoles. Je pense que c'est quand même important d'acheter du matériel, mais de l'acheter de façon intelligente. Et voici ce que je veux dire par ça. On va essayer d'aller acheter du matériel qui nous permet de faire de la mesure, qui nous permet aussi de faire des observations et d'améliorer nos sciences. Comme par exemple, acheter des dynamomètres, une balance électronique, des thermomètres, des sondes qui prennent des mesures. Ça, selon moi, ce sont des bons achats parce que ça va nous permettre de prendre des mesures. Ça va nous permettre d'être plus quantitatifs. Acheter des loupes, des microscopes, hein, ça, ce sont des bons achats parce que ça va nous permettre d'augmenter ce que nos sens peuvent percevoir. Donc, selon moi, ça c'est l'endroit où on devrait faire les bons achats. Maintenant, regardons un petit peu, c'est quoi le portrait d'un scientifique ou d'une scientifique dans la culture populaire. Et si vous regardez ici à l'écran, là, vous voyez, je suis allé chercher des pochettes de films où on a des scientifiques. Donc, on a le scientifique de Back to the Future, on a le film de Walt Disney, hein, le Mad Doctor, et aussi, on a le film de Jerry Lewis, The Nutty Professor. Et si vous regardez ces images-là, et je vous invite à essayer de penser dans votre tête, quand on parle d'un scientifique ou d'une scientifique, quel est le genre d'image qui nous est envoyé par la culture populaire? Et si vous voulez prendre le temps de l'écrire dans la zone de clavardage, n'hésitez pas à le faire. Je vous demande juste de prendre quelques instants pour penser à ça, de comment est-ce qu'on nous pousse l'image d'un scientifique dans la culture populaire. Et si vous y avez pensé un petit peu, vous allez vous remarquer que les scientifiques qu'on nous présente dans la culture populaire, donc il y en a qui mentionnent, Amy mentionne justement, normalement c'est un homme. C'est souvent un homme qui est poussé comme image. Souvent, c'est ça qu'on retrouve. Et je vois même encore de nos jours des organismes qui œuvrent en sciences, des musées de sciences, des centres des sciences qui vont souvent utiliser des images comme ça. Des images où on a le genre de scientifique un peu fou, cheveux blancs, barbe blanche, moustache blanche, avec le grand sarrau. C'est un peu le stéréotype qu'on nous donne de qu'est-ce que c'est un scientifique. C'est le genre de mad scientist. Et ça, je pense que c'est un problème aussi. Je me suis amusé à chercher scientist sur Google. Google Images, et voici les genres d'images qui ressortent. Oui, il y a quelques femmes, il y a quelques gens de couleur aussi, mais il y a beaucoup aussi de mad scientists. Hein? L'homme blanc avec les cheveux blancs, plus âgé, là, qui manipule du matériel, on retrouve ça beaucoup. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un problème. C'est un problème parce que nos élèves viennent en toutes sortes de variétés.
Et nos élèves ne se reconnaissent pas dans ce stéréotype-là. Hein? Je n'ai pas le goût d'être un scientifique s'il faut que je ressemble au stéréotype. Donc, nos élèves, peu importe leur âge, leur couleur, leur origine, leur genre, ils ne se reconnaissent pas là-dedans parce qu'il n'y a pas un, si vous regardez ici, je suis allé chercher des photos d'élèves, il n'y a pas un qui ressemble au stéréotype du mad scientist. Donc, si on continue à utiliser ce stéréotype-là en sciences, on n'amènera pas nos élèves à se reconnaître en tant que scientifiques. Et ça, c'est super important que les élèves se disent « Hey, moi, je suis un scientifique. Je ne suis pas seulement un élève à l'élémentaire ou au secondaire, je suis un scientifique. J'apprends les sciences en explorant, en étant curieux, en touchant, en regardant, en écoutant, en sentant et parfois en goûtant. Ça, c'est ce qu'on veut chez nos élèves. Donc, ma première recommandation, c'est d'éliminer le stéréotype du mad scientist. Je sais que souvent les profs, sans vraiment y penser, vont se créer des fiches d'apprentissage pour leurs élèves et vont utiliser des clip art. C'est souvent les clip art qui vont être inclus, par exemple, dans PowerPoint, dans Word, dans Google Slides. Ils vont chercher scientist, puis poum, c'est ça qui va apparaître. Et ils trouvent que ça fait cute pour alimenter, décorer la feuille de travail, mais je pense que c'est un problème. Donc, on va se débarrasser du stéréotype. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser des images de jeunes qui sont en train de faire des sciences qui ressemblent plus à nos élèves. Ça serait vraiment une de mes recommandations. L'autre recommandation, comme je vous disais, c'est qu'on va se tenir loin des kits, puis on va s'organiser pour acheter du matériel qui nous permet de prendre des mesures et d'améliorer nos observations. Maintenant, les centres des sciences, malheureusement, souvent, et j'adore les centres des sciences, mais il y a plusieurs centres des sciences ou musées qui vont pousser le stéréotype. Donc, souvent, les gens qui vont venir faire les expériences devant les élèves vont avoir ce look-là du mad scientist, juste pour l'aspect spectaculaire. Mais je pense que ce serait important aussi que, non seulement dans la salle de classe, mais aussi du côté des musées scientifiques et des centres des sciences, qu'on varie un peu l'image du scientifique ou de la scientifique. Maintenant, là, on a parlé du scientifique ou de la scientifique. Là, on va regarder aussi le portrait des sciences. Si je vous demande de vous faire une image populaire dans votre tête de qu'est-ce que c'est les sciences, hein? Qu'est-ce qui apparaîtrait? Là, je ne parle pas de la personne qui fait les sciences, mais je parle des sciences. Si on demande dans la culture populaire, c'est quoi des sciences? Pensez à des émissions de dessins animés que vous avez écoutés, des films que vous avez écoutés. Quand vient l'aspect science, qu'est-ce qu'on présente à l'écran? Donc, je vous invite à vous faire une image mentale. Si vous voulez l'écrire dans le chat, n'hésitez pas. Mais moi, je suis allé vous chercher quelques images ici. Souvent, c'est ce qu'on voit. Quand on pense science, les gens nous sortent des images, les béchères, les éprouvettes, des liquides colorés. Oui, il y en a qui ont mentionné Iron Man aussi. Souvent, on nous présente des explosions. En science, ça explose, ça va tout partout. C'est souvent un autre stéréotype qu'on nous donne pour les sciences. L'explosion. En fait, j'ai encore fait une recherche ici. Je me suis cherché des images sur Google et des stock images. Et quand je recherche science, voici le genre de choses qui sortent. Des formules tout partout, des éprouvettes, de la fumée, de la vapeur, des liquides colorés, des explosions. C'est ce qui nous ressort. Moi, lorsque j'étais jeune, j'ai découvert les sciences grâce à l'Expo Sciences pan-canadienne, Canada White Science Fair. Et au fil de mon parcours, j'ai étudié les sciences, mais il n'y a rien qui ressemblait à ce que vous venez de voir. Il n'y avait pas de mad scientist, il n'y avait pas d'éprouvettes, il n'y avait pas de petit-petit-chou. C'était vraiment pas ce que j'ai vécu. Et j'aimerais juste vous le présenter un peu pour vous montrer à quel point on veut que nos élèves fassent des sciences authentiques, des vrais contextes. Donc, par exemple, mon premier projet d'Expo Sciences portait sur les algues. Parce que j'avais entendu ma mère qui utilisait des algues dans l'alimentation, puis elle utilisait des algues pour suppléments alimentaires, et je voulais mettre un peu d'ordre dans tout ça, en apprendre un peu plus. Donc, j'avais fait un projet de recherche sur les algues. Ça, j'étais en 7e année. Mais vous voyez que c'était basé sur quelque chose
qui s'était passé dans ma vie. J'avais retrouvé des algues dans mon assiette. Ma mère disait que c'était super nutritif. Je voulais vérifier ça. Donc, c'était basé sur quelque chose dans ma vie. Mon deuxième projet, Expo Science, j'étais en 8e année. On était allé faire du voilier, sur le voilier de mes parents. Et dans le sud de l'Ontario, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'est arrêté en 91, il y avait eu des tornades. Et nous, on était sur le bateau à l'ancre et les tornades étaient venues très, très proches du bateau et ça l'avait amené vraiment là, un gros chambardement. Mes parents m'avaient dit, va te cacher avec ta sœur dans le bateau, on va essayer de garder le bateau pour éviter qu'il aille s'échouer. Et ça m'avait un peu traumatisé, mais c'était devenu mon prochain projet d'Expo Science, où j'avais exploré le concept des tornades. Vous voyez, encore, ça venait de mon vécu. On était loin d'un laboratoire de scientifiques fous. Ensuite, mes prochains projets d'Expo Science, je m'étais intéressé au compostage et à l'agriculture bio. Et dans le compostage, plus spécifiquement, à ce moment-là, je m'étais intéressé à tout ce qui s'appelait la chimie du compostage. Et j'avais fait un peu de recherche. À l'époque, Google, l'Internet n'était pas quelque chose qui était accessible. Donc, j'avais fait un peu de recherche. J'avais découvert le rapport entre le carbone et l'azote dans le compost et que ça avait un effet. Et j'avais créé, à l'époque, une appli. Et si vous vous souvenez, à l'époque, on était sur Windows 3.1. Ce n'était pas nos téléphones cellulaires qu'on a de nos jours sur Android ou sur l'iPhone, où ce que c'est facile, c'est visuel. Mais déjà à l'époque, j'avais décidé de créer un logiciel dans lequel tu allais faire un drag and drop avec ta souris de différents éléments dans ton compost et la quantité. Donc, tu avais des petites masses pour montrer, je viens de mettre 500 grammes de pelure de banane dans mon compost, blablabla. Et à la fin, ça te faisait des recommandations pour corriger ton rapport carbone-azote. Fait que c'était un peu de l'expérience, mais aussi de la conception d'appli que j'avais faite à l'époque. Donc, encore une fois, c'était basé sur mon vécu parce que mes parents faisaient du compost. Et ça m'avait intéressé de savoir comment ça marche le compost. Quand je suis arrivé dans ma dernière année d'études secondaires, et là, je vais me dater, en 13e année, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la 13e année en Ontario, là, moi, j'avais un trip, je faisais de la magie depuis que j'avais 12 ans. Donc, de la 7e année jusqu'à la 13e année, j'avais découvert comment faire de la magie, je trouvais ça hot. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait des ouvrages qui parlaient d'utiliser les connaissances qu'on a en psychologie cognitive pour améliorer les tours de magie. On tient compte de la mémoire à long terme, à moyen terme, la mémoire de travail, la perception, tous ces concepts-là, le traitement de l'information par le cerveau. Et ça m'avait fasciné et j'ai développé des expériences contrôlées avec des variables indépendantes et dépendantes pour tester comment est-ce qu'on pourrait améliorer un tour de magie et le rendre plus impressionnant pour les spectateurs. Donc ça a été mes projets d'Expo Science et vous voyez que c'était basé sur des choses qui me passionnaient, des choses, des contextes authentiques. Donc, je vous invite à penser, pouvez-vous penser à des contextes authentiques dans notre vie d'adulte où on a besoin de connaissances scientifiques? Moi, j'en ai des exemples. Récemment, il fallait que je répare ma génératrice. J'ai eu besoin de connaissances scientifiques. Au lieu que je fasse un changement d'huile, quel type d'huile acheter? C'est quoi la viscosité de l'huile? Quelle température il fait où je vis? Quel type d'huile va permettre d'avoir la bonne viscosité en fonction de la température? Ça, c'est un contexte de la vie authentique. Quand je fais de la cuisine, il y a beaucoup de contextes. C'est un contexte authentique dans lequel j'ai besoin de concepts scientifiques pour comprendre les mélanges. Qu'est-ce que c'est une émulsion? Qu'est-ce que c'est un agent émulsifiant? Exactement, c'est toujours pour résoudre des problèmes. Ce qui m'amène à vous dire que, selon moi, le laboratoire ou la salle de science, je sais qu'au secondaire, c'est plus le laboratoire, à l'élémentaire, c'est plus la salle de science. Selon moi, c'est un endroit trop hermétique. C'est un endroit qui ne représente pas la réalité, la vraie vie. Et si on regarde la définition d'un laboratoire telle qu'elle nous est donnée dans le dictionnaire, le laboratoire, c'est un local équipé et aménagé pour faire des expériences, des recherches
et des préparations d'ordre scientifique et technique. C'est très hermétique. Hein? Ça ne représente pas nécessairement la réalité. Et souvent, je rentre dans des labos d'écoles secondaires, puis je demande aux jeunes ce qu'ils sont en train de faire, puis ils me disent, je suis en train de suivre, puis là, ils me montrent leur manuel, la recette qui est donnée dans leur manuel, mais ne font pas nécessairement le lien entre ce qu'ils sont en train de faire et la vie courante. Ils ont l'impression que le labo, c'est l'endroit où on fait les sciences, et à l'extérieur du labo, que ce soit dans la classe, à la maison, en vacances, on ne fait plus de sciences. Et ça, je trouve que c'est un problème. Il y a trop une démarcation entre la vraie vie et l'endroit où on fait des sciences. Ce qu'il faut faire, c'est chez nos élèves, il faut piquer leur curiosité. Et ça, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas forcer la curiosité chez l'élève. On l'éveille. Et comment est-ce qu'on l'éveille? C'est en fournissant des contextes où l'élève va se poser des questions, où l'élève va vraiment réaliser, wow, il y a plein de choses que je ne sais pas, que je ne comprends pas. Et malheureusement, ce n'est pas par des manuels ou des explosions ou des expériences dans un laboratoire qu'on va éveiller cette curiosité-là chez l'enfant. Et sachez que la curiosité chez l'enfant, ça s'éveille à un très jeune âge. Je sais qu'ici, nous, on touche surtout les élèves à l'élémentaire et au secondaire, donc en âge scolaire, mais pensez-y, même avant que l'élève entre dans nos écoles, l'élève est curieux et explore des concepts scientifiques sans le savoir. Et là, je suis allé chercher des enfants, des bébés, des bambins, juste pour vous montrer que dès un jeune âge, on commence à piquer cette curiosité-là chez l'élève. Un enfant qui est en train de jouer avec un boyau d'arrosage, il est en train de découvrir des concepts de fluide, le concept de pression, hein, le concept aussi de température. L'eau est plus froide que son corps. L'élève est en train de faire plein d'explorations scientifiques sans le savoir. Un jeune bébé qui reçoit un xylophone est en train de découvrir les concepts de son, de force de son, de fréquence du son, juste en utilisant ses sens. Un élève qui est en train de jouer au ballon, plus jeune élève, même un jeune enfant, est en train de découvrir les lois du mouvement, la gravité, les projectiles. L'élève est en train de faire ces explorations-là. Les enfants qui jouent dans le sable ou qui jouent dans la plage sont en train d'explorer beaucoup de propriétés des solides et des liquides, sont en train d'explorer aussi les sciences de la Terre et de l'espace, le concept de sol, tout ça sans même savoir qu'ils sont en train de faire des sciences. Ils sont encore trop jeunes un peu pour le réaliser, mais sont en train, par observation, de faire des sciences et d'être curieux. Donc, ici, je suis allé chercher des contextes réels que des enfants d'âge préscolaire ou d'âge scolaire sont en train de vivre. Et je vous invite à penser quels sont des concepts scientifiques qui sont à l'étude ici. Si je prends le premier ici, là, à la plage, moi, j'ai l'impression que toute ma jeunesse, j'ai tellement fait d'apprentissage scientifique à la plage. Parce que, premièrement, je comprenais les propriétés de la matière. Je faisais des châteaux de sable, je réalisais l'importance de mouiller mon sable, mais de ne pas trop le mouiller. J'ai eu l'impression, en tant que jeune enfant, de faire des méga systèmes hydrographiques. Je me faisais des endroits où j'avais des rivières, des lacs, des choses qui se rejoignaient. Parfois, ça causait de l'érosion. Hein? Donc, l'enfant, lorsqu'il est en train de jouer à la plage, est en train de faire une tonne de découvertes scientifiques. Ici, ça peut sembler un événement fâcheux. Un enfant à Pâques qui tombe et tous ces petits cocos de Pâques tombent sur le gazon. Mais une situation fâcheuse comme ça peut en fait être une situation très scientifique ici. L'élève découvre des concepts comme la gravité, il peut découvrir des concepts aussi comme la résistance structurale de ses œufs. L'élève peut aussi découvrir des concepts comme la douleur, hein? Donc si c'est écorché, si c'est fait mal. Donc, il y a plusieurs concepts scientifiques dans une situation comme ça de la vie courante qu'on peut découvrir. L'enfant qui joue avec des bulles de savon fait des tonnes d'explorations scientifiques. Hein, évidemment, il y a tout l'aspect du savon, il y a l'aspect de la tension superficielle, mais il y a aussi l'aspect des propriétés de l'air, hein, lorsque je gonfle la bulle de savon.
Et ici, on a l'aspect aussi de découvrir le vent. Donc, le vent qui bouge. On a l'aspect de la gravité aussi avec les bulles qui tombent. Et on a aussi, lorsque ça s'éclate, là, on voit qu'on brise la bulle. Ici, lorsque l'élève commence à faire de la bicyclette au départ, encore une fois, un beau contexte où l'élève va faire des explorations scientifiques. Que ce soit de se poser des questions sur le fonctionnement de sa bicyclette, la roue, les engrenages, un élève qui réalise que, oh, on a la vitesse, on a l'accélération, on a la décélération aussi. Hein, si j'ai besoin d'arrêter rapidement. Le frottement, il y a énormément de concepts scientifiques juste dans quelque chose d'aussi simple. Les enfants qui se mettent à jouer avec les ombres. Imaginez tous les concepts scientifiques qu'ils sont en train de découvrir juste à explorer les ombres qu'ils vont former. Le bain, oh my God, quel bel endroit pour explorer les sciences. Dans le bain, l'élève peut découvrir la flottabilité, il peut découvrir comment la température va varier, parce que la température de l'air autour de lui ne varie peut-être pas beaucoup, mais la température de l'eau de son bain, hein, s'il reste... Moi, j'adorais jouer dans le bain là, avec mes petits blocs et mes petites choses. Après 1 heure, le bain est rendu froid. L'eau du bain est rendue froide. Donc, toute l'idée des transferts de chaleur, plein de choses qui se passent ici. Hein? L'idée d'avoir son corps humide, ses cheveux humides, sécher les cheveux. Il y a énormément de concepts scientifiques qu'on explore juste dans un bain. Ici, jouer des blocs, des briques, des Legos. Il y a énormément de concepts scientifiques que l'élève va découvrir au niveau de la jonction, des attaches entre les pièces, de la gravité, de créer des structures qui sont symétriques, asymétriques, le centre de gravité. Encore une fois, beaucoup de concepts qui sont en train d'explorer tout en jouant. Avoir un animal de compagnie, quelle belle façon de comprendre les caractéristiques des êtres vivants, de comprendre les besoins des êtres vivants aussi, de comprendre le comportement animal, de faire une prise de responsabilité aussi. Donc, ces concepts-là, c'est très, très important que les élèves puissent les développer. J'avais mentionné en début d'atelier l'idée de jouer avec la peinture, comprendre les mélanges de couleurs qui se passent, mais aussi la viscosité. Parfois, ta peinture va être trop épaisse, des fois, elle va être trop liquide. Plein de concepts ici. L'idée que ça sèche aussi. Comment ça fait pour sécher la peinture? Le parc, hein? Et la structure de jeu. Énormément de concepts scientifiques ici, que ce soit le frottement, la gravité, les structures. Il y en a énormément. Je vais finir avec celui-ci. Jouer au skateboard. Encore une fois, un bel exemple où on a énormément de concepts scientifiques en physique, tout ce qui a rapport avec la physique du mouvement, la gravité, le centre de gravité, le frottement, etc. Donc, quand on vient voir des contextes de la vie courante comme ça ici, ça nous permet de développer ce qu'on appelle les habiletés du processus. Et ça, c'est tiré de Smarter Science, smarterscience.ca, ou de Éducascience en français, éducascience.ca. Et si vous regardez ici, il y a 35 habiletés. Et lorsque l'élève est curieux comme ça, il est en train de développer ces habiletés-là. Il observe, il se pose des questions, il fait de la recherche, il se renseigne, il va faire des inférences, il va prédire, il va peut-être même vouloir mesurer des choses, recueillir des données, il va peut-être vouloir comparer et distinguer. Hein, si on prend le contexte de l'animal de compagnie, l'élève va vouloir comparer le comportement de son chat au comportement de son chien, comparer les besoins nutritionnels de son chat par rapport à son chien. Donc, ces habiletés-là que vous voyez à l'écran, quand on fait des vraies sciences, on les développe. Quand l'élève ne fait que suivre une recette dans le laboratoire hermétique de sciences, il n'a malheureusement pas la chance de développer ces habiletés-là. Maintenant, comme vous voyez, moi, je recommande beaucoup de sortir du laboratoire ou de la salle de sciences, de mettre de côté un petit peu les kits de sciences et le laboratoire et la salle de sciences pour explorer les sciences dans d'autres endroits. Et là, il y en a qui vont me dire, mais Dominique, toi, tu fais exactement la même chose que Forest School ou l'école en forêt. Et d'une certaine manière, oui. Si vous connaissez le programme École en forêt ou Forest School, c'est un merveilleux programme. Les élèves font des apprentissages des maths, des sciences, ils apprennent aussi au niveau de la géographie, des sols,
et aussi, ils développent les habiletés langagières dans la forêt. Et c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle du messy math, messy science. J'aime ça. La différence avec ce que je vous propose, c'est que moi, je ne me limite pas à la forêt. La forêt est un des endroits où je pense qu'on peut faire des sciences, mais si vous regardez dans tout ce que je vous ai présenté, il y a plein d'autres endroits où on peut faire des sciences. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est réaliste d'amener nos élèves dans une baignoire à l'école? Pas nécessairement. Mais c'est aussi de tirer profit de ces contextes-là où l'élève continue à faire des sciences, même en dehors du contexte scolaire. On en fait à l'école, mais on en fait aussi en dehors du contexte scolaire. Et ça, cette idée-là, pour cet atelier-là, c'est venu beaucoup avec la fameuse pandémie, où là, tout d'un coup, en mars 2020, on m'a dit « Hey, il faut trouver un moyen de faire des sciences avec les élèves, mais ils ne sont plus à l'école, ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? » Et c'est là que j'ai commencé à penser mais quels sont les contextes à domicile que plusieurs élèves auraient accès. Et c'est là que j'ai développé ces idées-là. Maintenant, sachez que les scientifiques professionnels adultes reconnaissent deux endroits. Ils ont le laboratoire et ils ont aussi le terrain. Et quand on parle du terrain, on parle d'aller justement en nature, aller sur l'océan, dans la forêt, pour récolter les échantillons, pour les ramener au laboratoire. Donc, du côté professionnel, on sépare le terrain du laboratoire. Le terrain, on fait une cueillette de données. Le laboratoire, on analyse l'information qu'on a obtenue sur le terrain. Moi, ce que je pense, c'est qu'avec l'amélioration de la technologie, l'apparition de nos téléphones cellulaires, etc., là, on a miniaturisé le laboratoire et c'est maintenant possible de faire des sciences directement sur le terrain, surtout avec nos élèves. Donc, je vais vous présenter, dans la prochaine partie de la présentation, des idées de labos, d'endroits où on peut amener nos élèves pour faire des sciences et vous présenter quelques applis, quelques outils que vous pouvez utiliser pour faire des sciences sur le terrain au lieu dans le laboratoire. Donc, c'est pourquoi je vous présente une série de laboratoires redéfinis. En passant, si ça vous intéresse, petite publicité ici, je dois l'avouer, Amy, je fais une série d'ateliers pour le Centre franco-ontarien qui s'appelle justement le laboratoire redéfini. Et chaque atelier a lieu dans un laboratoire différent. Et il en reste 2 dans l'année, des visites de laboratoires différents. Donc, à la fin, je vais vous en parler si ça vous intéresse. Ça fait déjà 4 laboratoires qu'on explore de façon où on a un atelier complet là, de 90 minutes sur un laboratoire. Donc, les voici mes idées. Vous pouvez en mettre d'autres dans le clavardage, dans le chat, si vous avez d'autres idées. Premier laboratoire redéfini, le jardin. Quel bel endroit pour explorer les sciences, surtout les sciences de la vie, mais aussi les sciences de la Terre et de l'espace dans le jardin. Bel endroit pour explorer les sciences, que ce soit la biodiversité, les caractéristiques des plantes, les besoins des plantes, les micro-organismes, le sol. Quel bel endroit, le jardin. Prochain laboratoire, le garage. Et ça, évidemment, c'est plus facile de le faire si les élèves sont à domicile. Il faut être aussi inclusif. Pas tous les élèves ont accès à un garage. Donc, parfois, il faut leur donner accès à un garage, les amener à un garage, qu'ils puissent aller dans le garage d'un ami, par exemple. Et aussi, dans le cas du garage, beaucoup de mesures de sécurité à parler aussi. Mais juste mardi passé, donc il y a environ quelques jours, là, j'ai diffusé un atelier de 90 minutes dans ma série. Et cette semaine, le sujet, c'était le garage. Et pendant 90 minutes, on a observé tout ce qui se trouvait dans mon garage. On a trouvé des exemples de liens qu'on pouvait faire avec le curriculum de l'Ontario, juste avec le stock qui se retrouve dans un garage. Et ça, c'en est un là, qui me tient à cœur. Parce que moi, mes parents m'ont beaucoup formé, quand j'étais jeune, à explorer le monde de la construction, parce qu'ils ont construit eux-mêmes leur propre maison. Donc, j'ai acquis des habiletés à comprendre la construction, les structures, les maisons et tout ça, et aussi en informatique.
parce que mes parents tripaient ordinateur, donc j'ai eu beaucoup d'habiletés en informatique, incluant le codage. Par contre, mes parents n'étaient pas trop garage, c'est-à-dire réparer des moteurs, que ce soit le moteur de la tondeuse, de la génératrice, du weed whacker, de la voiture. Ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient eux-mêmes, ça. Et ça m'a manqué. Je trouve que quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, là, tu as ta première voiture, tu commences à t'acheter une tondeuse, tu commences à t'acheter des petits moteurs. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. J'avais la peur de lever le capot. Donc, si on peut même démystifier avec nos élèves, lever le capot. Hein? Comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous du capot avec le moteur, je pense que ça vaut la peine. Prochain, bel endroit, le cabanon. Il y a tellement de choses qui se passent dans un cabanon. Regardez-moi, juste un petit exemple. Regardez tous les leviers qui se retrouvent dans un cabanon. Levier du premier genre, deuxième genre, troisième genre. On a tellement d'expériences scientifiques qu'on peut développer juste avec le stock qui se retrouve dans un cabanon. Et vous voyez, si on utilise le stock qui se retrouve dans un cabanon, est-ce qu'on a besoin d'acheter des kits de sciences? Non. Et les élèves vont dire, hey, c'est réel. Il y en a chez nous aussi, un râteau, il y en a une pelle. C'est réel. On n'a pas besoin d'aller chercher des kits de sciences pour explorer les forces et les leviers. Le gymnase, tout ce qui s'appelle sciences de l'activité physique, tout ce qui s'appelle mouvement, force. Le gymnase est un beau laboratoire et l'avantage, c'est que dans toutes les écoles élémentaires et secondaires, vous avez un gymnase. Et juste pour vous donner un exemple, à un moment donné, je suis allé faire un accompagnement dans une école des élèves de 10e année qui n'aimaient pas les maths. Et j'arrive dans la classe, puis je dis, la première chose qu'on fait, on s'en va au gymnase. Là, les élèves, apportez vos iPads. Ah, ouais. Je pensais que c'était un cours de mathématiques et de sciences. Là. Et finalement, on les a fait lancer des ballons de basket. On les a filmés avec les iPads. On a développé, on a tracé la trajectoire. On a découvert le concept de la parabole, mais dans un contexte qui était réel, le gymnase. La cour de récréation, surtout si vous enseignez à l'élémentaire, est tellement un bel endroit pour découvrir toutes sortes de concepts de sciences. Si vous avez la chance de vivre près d'une montagne, la piste de ski est un super bel endroit pour comprendre toutes sortes de concepts scientifiques, que ce soit le fonctionnement du télésiège, que ce soit le centre de gravité quand tu es en train de faire du ski, le frottement, les types de neige, que ce soit des neiges plus mouilleuses, plus granuleuses. Il y a énorme, la formation de la neige artificielle, la façon dont ils vont damer les pistes de ski, tellement de beaux concepts scientifiques réels. Le marécage est un super bel endroit. Moi, je me souviens à l'époque, on me faisait commander des petites fioles qui contenaient des petits organismes qu'on retrouve habituellement dans les marécages. Pourquoi commander ça dans un laboratoire quand on a accès à un marécage près de l'école lorsque c'est possible? Et là, encore une fois, je vous donne une liste d'idées. Prenez ceux qui sont accessibles à votre école, ceux qui sont accessibles près de votre domicile. C'est flexible. C'est juste une liste d'idées ici. Chantier de construction. Évidemment, si vous amenez vos élèves sur un chantier de construction, assurez-vous qu'on respecte les mesures de sécurité. Et dans le cas de tous ces labs-là aussi, demandez la permission à votre direction avant d'amener les élèves dans ces laboratoires-là pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Mais il y a tellement de beaux concepts de science dans un chantier de construction, surtout au niveau des structures, des mécanismes, des forces. Il y a énormément de choses à découvrir ici. La plage, on en a déjà parlé, bel endroit pour explorer toutes sortes de concepts scientifiques. Les structures de jeu, super bel endroit pour découvrir des concepts scientifiques. La cuisine, c'est un de mes préférés, la cuisine, parce qu'il y a tellement de réactions chimiques et de changements physiques, changements d'état qui se passent lorsqu'on est en train de faire de la cuisson, lorsqu'on est en train de faire des pâtisseries. C'est un des plus beaux endroits, je trouve. Et ça, l'avantage, sans que tous les élèves aient une cuisine très évoluée, très équipée, tous les élèves ont une cuisine dans leur domicile. Donc, je pense que c'est un bel endroit. C'est un que j'ai le plus utilisé pendant la pandémie pour permettre de continuer à faire des sciences lors de l'apprentissage à domicile. Merci beaucoup, Amy, d'avoir mis les enregistrements. Oui, fait que c'est ça, les anciens ateliers sont enregistrés et les ateliers à venir, bien, vous pouvez vous inscrire gratuitement si vous êtes un enseignante ou un enseignant
en Ontario. La salle de musique, selon moi, pourquoi j'achèterais des kits de son et lumière, bien, surtout de son, quand j'ai accès à une salle de musique, et la plupart des écoles ont accès à une salle de musique, tellement un bel endroit pour faire des expériences, pour comprendre les concepts de son. La conciergerie, ça, c'en est un autre que j'ai fait dans les enregistrements que Amy mentionnait. Là. J'ai diffusé un atelier en direct de la conciergerie d'une école. Puis là, vous allez me dire, ah, ouais, mais il y a vraiment des concepts scientifiques. Pensez juste aux plumeaux hydrostatiques. Électrostatiques. Pensez à la gestion des déchets, aux produits chimiques, danger, lire les symboles du SIMDOT qui se retrouvent sur les produits. Tu sais, au lieu de lire les symboles du SIMDOT qui se retrouvent dans un cabinet de produits chimiques dans un lab, pourquoi pas aller lire les symboles qui se retrouvent pour de vrai sur des produits qui sont utilisés chaque jour dans l'école. C'est tellement plus réel. Et ça, encore une fois, 90 minutes, on a diffusé live à partir de la conciergerie d'une école. Ici, ce que j'aime aussi, c'est que ça permet de faire découvrir aux élèves qu'il y a des carrières qui demandent des sciences sans nécessairement demander un doctorat en sciences. Donc ici, dans ça, le concierge et un des membres de ma famille est un concierge dans une école et il me parle de tous les concepts scientifiques qui sont nécessaires pour une job de conciergerie. Donc, sachez, et surtout avec le curriculum qui est décloisonné en mathématiques, ils ont annoncé qu'ils veulent l'être dans toutes les autres matières, le curriculum décloisonné, bien, de reconnaître qu'on a des élèves dans nos classes qui ne font pas nécessairement des carrières en STEM, en sciences, technologies, ingénierie, maths, mais qui vont faire des carrières dans des domaines qui demandent des connaissances en STEM. Je pense que c'est de revaloriser des métiers comme la conciergerie et ça vaut la peine. La piscine, super bel endroit, que ce soit les concepts de flottabilité, mais que ce soit aussi les concepts de physique des fluides et tout ce qui s'appelle stérilisation pour rendre l'eau plus sanitaire là, avec les différents produits chimiques, s'assurer qu'on comprend la chimie de notre piscine. Bel endroit pour faire des sciences. Et moi, je dois vous avouer qu'un des laboratoires que je me souviens quand j'étais élève, encore une fois, quand j'ai fait mon cours de physique 13e année, mon enseignant nous a amenés à Wonderland. Et il y avait le fameux programme où, toi aussi, Amy, excellent, où on faisait de la physique dans les manèges. On utilisait des gyroscopes, des accéléromètres et on faisait vraiment de la physique du mouvement dans les manèges. Et pour moi, c'était vraiment cool. Vous voyez à quel point c'est d'être proche de la réalité. Ce n'est pas faire juste des calculs dans un manuel pour le plaisir de faire des calculs dans un manuel, mais c'est de vraiment vivre les sciences. Fait que ça, ce sont des laboratoires redéfinis. Vous avez la liste ici. Je pense qu'on a parlé du lien avec les différents curriculums pour chacun. Je vous invite à en ajouter à la liste. Cette semaine, je parlais à des profs, puis ils ont ajouté le salon de coiffure comme un autre labo. Imaginez à quel point c'est hot. Pensez à toute la chimie qui se passe dans les produits utilisés dans les salons de coiffure. J'ai trouvé ça super hot. Moi, je veux l'ajouter à ma liste, le salon de coiffure. Et encore une fois, un peu comme la salle de conciergerie, ça vient revaloriser un métier qui n'est pas nécessairement un métier universitaire, postsecondaire en sciences, mais qui utilise des connaissances scientifiques. Je pense qu'il faut valoriser ça avec nos élèves. Fait que ça, ce sont tous les laboratoires redéfinis. Continuez à en ajouter à ma liste. Inspirez vos collègues avec d'autres labos. Si vous en avez, vous pensez à des labos que je n'avais pas sur ma liste, que vous trouvez super hot, vous pouvez les mettre dans le chat, mais n'hésitez pas à me contacter après l'atelier. Moi, j'adore ajouter des laboratoires à ma liste de laboratoires cool, où l'élève fait des vraies sciences. Donc, à la fin, vous allez avoir mes coordonnées. C'est facile, info@Dominique Tremblay. Et ça va me faire plaisir d'ajouter ces laboratoires-là à ma liste et peut-être offrir des ateliers en direct de ces laboratoires-là. Donc, ce que je vous disais, cet été, depuis l'été passé, là, avec le Centre Franco, j'offre une série d'ateliers où on est allé à tellement d'endroits. On a fait en forêt, on a fait au bord du lac, hein, on a étudié toutes les sciences qu'on pouvait trouver au bord du lac. On en a fait un dans la conciergerie, on en a fait un dans le garage, et les prochains à venir au Centre Franco qui vont apparaître très bientôt sur leur site pour la prochaine saison,
on va avoir dans le gymnase. Donc, je vais diffuser live d'un gymnase d'école. Et ensuite, on va avoir le dernier de la série cette année. Ça va être dans le jardin. Et ça, c'est un peu plus tard, là, au printemps, parce qu'évidemment, je dois m'assurer que tout est dégelé avant qu'on puisse faire notre atelier au jardin. Je vous invite aussi à explorer mes capsules qui s'appellent la cuisine scientifique avec M. Dominique. Je vais vous donner le lien tout à l'heure. Ce sont une série de capsules vidéo sur YouTube que j'ai fait dans lequel je présente la cuisine scientifique. Donc, on touche à des sujets comme la capsaïcine, les agents levants dans la nourriture, les agents émulsifiants, toutes sortes de mélanges, les changements chimiques, changements physiques. Donc, je vais vous fournir les liens vers ces capsules-là. Je vous invite aussi à parler aux parents, parce que les parents peuvent prendre un rôle important là-dedans en permettant à leurs enfants de découvrir des choses dans les différents laboratoires. Tu sais, au lieu que le papa ou la maman fasse son changement d'huile sans parler à l'enfant, pourquoi pas inclure l'enfant de façon sécuritaire, mais l'inclure pour que l'enfant comprenne « Oh, wow, c'est comme ça. Ah, l'huile, elle est toute sale là, elle est toute belle là. Ah, c'est pour ça qu'on fait un changement d'huile. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. » Tu sais, je pense que c'est important que les parents réalisent qu'ils ont un rôle à jouer aussi dans certains laboratoires qui sont plus accessibles à domicile. Maintenant, je veux terminer en vous parlant des laboratoires sur le terrain. Donc, je vous disais que il y a de plus en plus d'applis ou de choses qui nous permettent d'avoir un laboratoire un peu plus accessible. Donc, on peut amener des éléments de laboratoire directement avec nous. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la fonction loupe sur notre téléphone cellulaire. Ça existe sur les téléphones Android et ça existe sur les téléphones de la marque Apple. Et sans être un microscope incroyable, ça permet de faire des observations pas mal cool. Cet été, je l'ai utilisé avec les élèves dans les camps d'été. Et vous voyez que, comme ici, je suis en train de faire un zoom sur une ligne, là, ça nous permet de voir des détails qu'une observation juste à l'œil nu ne pourrait pas voir. Donc, ça, c'est la fonction loupe sur votre téléphone cellulaire. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est que sur votre téléphone ou sur votre tablette, c'est d'ajouter les petites lentilles, comme vous voyez ici, qui les rendent encore mieux que juste avec la fonction loupe. Mais aussi, vous avez les fameux microscopes USB. Ça, il y a un certain coût, mais ils ont tellement baissé de prix dans les dernières années. Là. Je pense que j'en ai trouvé récemment pour une trentaine de piastres des microscopes USB. Tu branches ça sur le port USB ou le Bluetooth de ton ordinateur et tu as accès à un microscope qui te permet d'avoir souvent des lentilles là, qui vont aller jusqu'à 200x. Évidemment, c'est illuminé, autofocus. Donc, surtout pour les enfants plus jeunes, là, ça permet de faire des belles observations. Je vous suggère aussi l'application de mesure qui se retrouve sur les téléphones. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette application-là. Laissez-moi juste vous partager mon écran de cellulaire ici. Je vais arrêter la PowerPoint un instant et je vais vous partager maintenant mon écran de cellulaire. Ils ne sont pas là. Voilà. Donc, si je viens sur mon écran, vous devriez bien voir mon écran cellulaire maintenant. Il y a une application qui s'appelle Mesure et vous voyez que ça ouvre la caméra et ça vous permet de mesurer des objets. Comme par exemple, si je veux mesurer ici la taille de mon iPad, je peux prendre un coin et mesurer jusqu'à l'autre bout. Donc, vous voyez que maintenant, je sais que mon écran d'iPad mesure 27 cm. Donc, ça, c'est l'outil Mesure. Et imaginez que quand on est dans une situation où on s'en va dans un grand terrain, on a des mesures à prendre, surtout des très grandes mesures. Des petites mesures, l'élève pour amener une règle, mais tu sais, des très grandes mesures, ça permet de faire très rapidement des mesures. Moi, je l'ai utilisé beaucoup quand j'organise, par exemple, des activités dans les écoles. Je veux savoir c'est quoi la grandeur du gymnase très rapidement. Disons que j'organise un concours de robotique dans un gymnase. Tic, 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 j'arrive avec mon cellulaire, puis rapidement, je réussis à trouver la taille du gymnase. Fait que ça, c'est l'application de mesure sur les téléphones cellulaires. Ça utilise la caméra.
Et l'autre chose que j'aimerais vous parler, c'est les applications qui utilisent la réalité augmentée qui permettent de reconnaître les plantes et les animaux. Donc, ma préférée parmi la liste que vous avez ici, c'est iNaturalist, qui est une application qui permet de faire de la découverte des plantes et des animaux. Donc, je vous partage encore une fois mon écran de cellulaire, ce ne sera pas bien long. Et ici, c'est l'application Seek. C'est Seek par iNaturalist et c'est fait par le National Geographic, comme vous voyez. Donc, ici, présentement, vous voyez que moi, ici, ça m'a permis de faire des observations. Donc, si je viens sur mes observations, ça, ce sont les différentes plantes que j'ai observées. Et vous voyez que lorsque j'observe une plante, ça me permet de déterminer toute la taxonomie de la plante que j'observe. Donc, en fait, là, ça, j'ai pris la photo avec mon cellulaire et automatiquement, ça l'a reconnu, la photo. Ça l'a mis sur une carte. Et si vous voyez, si je viens sur la carte, là, ça l'a mis une pin où moi, je l'ai observé. Mais regardez, si je zoome out, je vois maintenant où sont tous les autres humains qui ont observé la même plante. Et là, ce qui est intéressant, l'élève peut tirer des conclusions. Oh, OK, ce n'est pas une plante qui existe partout dans le monde, ça. C'est une plante qui existe juste dans l'Est de l'Amérique du Nord. Des découvertes comme ça qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment un travail de plusieurs personnes. Si tout le monde se met à utiliser l'application devient beaucoup meilleure parce qu'elle va en savoir un peu plus. Donc, c'est pas mal le contenu que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je sais que ça tire à sa fin. Je vais vous en présenter peut-être une dernière. J'ai une minute. Je vais utiliser cette minute-là. Je sais qu'on ne veut pas trop dépasser le temps parce que vous avez d'autres ateliers à aller explorer. Mais si vous ne connaissez pas le Arduino Science Journal, à l'époque, ça s'appelait le Google Science Journal. C'est une application qui nous permet de... Oh, j'ai un petit problème ici. Voilà. Ça me permet de créer des expériences et d'aller chercher les capteurs qui se retrouvent directement sur mon téléphone cellulaire. Donc, notre téléphone cellulaire contient plein de capteurs déjà là. Fait que ça, au secondaire, c'est une belle façon de montrer aux élèves d'utiliser leur téléphone cellulaire de façon utile. Donc, vous voyez que ça me permet d'aller chercher un accéléromètre en X, Y, Z. J'ai ici un capteur de pression atmosphérique. J'ai ici une boussole. Un capteur de fréquence. Vous voyez, si je parle très, très grave, si je parle très, 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 très aigu, ça va changer. J'ai ici un décibelmètre. J'ai ici un détecteur d'intensité lumineuse et un détecteur de magnétisme. Fait que ça, c'est gratuit. Pour les élèves qui ont déjà des cellulaires, ils ont accès à tous ces capteurs-là, 100% gratis. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi faire juste du Snapchat et du TikTok sur nos cellulaires? Je veux juste vous mentionner que si vous amenez vos élèves dans des endroits différents, faites attention, dans des laboratoires différents. Parfois, il faut tenir compte des mesures de sécurité. Donc, par exemple, ici, on a une jeune fille qui a fait un projet qui s'appelle Mouche qui peut à l'Expo Science et elle a commencé à faire ses colonies de mouches puis elle a utilisé la salle de bain chez eux. Et à un moment donné, c'est devenu trop humide où la peinture dans la salle de bain commençait à décoller, la peinture des murs. Donc, parfois, il faut reconnaître les limites aussi et parfois, c'est important de retourner dans un vrai laboratoire où les conditions sont plus contrôlées. Mais je pense que pour la plupart des activités, vous avez, là, on n'aura pas le temps de la jouer, mais je pourrais vous donner le lien vers la PowerPoint où vous pourrez aller écouter la jeune fille. Donc, vous avez ici mes informations, si vous voulez me joindre. Si vous pensez à des labos que je n'ai pas pensé, comme cette semaine, j'ai trouvé ça super cool, quelqu'un qui pense au salon de coiffure comme un nouveau laboratoire à ajouter à ma liste. Vous avez mes informations ici, info@dominiquetremblay.com, dominiquetremblay.com qui est mon site web. Si vous voulez me suivre sur Instagram ou Twitter, c'est @d_tremblay. Et aussi, bien, n'hésitez pas à participer à tous les autres ateliers que j'offre par Stéo et par les autres organismes aussi. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous. Merci beaucoup, Dominique. J'ai tellement aimé la façon dont vous nous avez encouragé de voir les sciences dans des nouveaux espaces et les exemples que vous avez partagés. C'était excellent. J'aimerais aussi remercier nos participants
et notre commanditaire de plateforme Explore Learning pour avoir supporté la plateforme Zoom pendant cette session. J'espère que vous allez aimer le reste de vos sessions et je vous invite, s'il reste des questions, de les écrire dans le clavardage et nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible. Oui, puis je vais mettre aussi